Eh bien, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce jeu, Kinfire Chronicles. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Alors, Kinfire Chronicles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un jeu d'aventure euh, narratif dans lequel vous allez incarner des personnages, donc des éclaireurs. Ils sont au nombre de 6. Mais on peut jouer jusqu'à 4, donc vous choisissez en gros les personnages que vous souhaitez incarner. Bon alors sans plus attendre, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, comment ça se passe? Nous sommes là sur un gros bébé, une bien belle boîte. Donc, la particularité de cette boîte et de ce jeu, c'est qu'en fait, le dessus de la boîte représente aussi le plateau de jeu. Je vais vous montrer ça plus en détail. Hop, on soulève comme ceci, en fait, vous voyez, ça devient le plateau de jeu. Hop, on va le mettre de côté pour l'instant. Hop, nous avons une première boîte avec différents outils. Et donc ici, on va retrouver nos personnages, les différentes quêtes du jeu, une petite boîte avec différents objets à débloquer. Et ici, vous avez, hop, un petit livret d'aventure. Donc là, comme on peut voir, donc, le livret n'est pas très grand, mais on va avoir plusieurs événements et plusieurs entrées dans le livret. Et ça nous fait un peu un livre dont vous êtes le héros. On va nous dire d'aller dans la section indiquée, etc. Mais on reviendra plus en détail sur ce fonctionnement. Ici, on va retrouver différents éléments, dont le livre des plans. Donc c'est sur ce livre des plans que nous allons jouer notre aventure. Donc nous allons avoir différents plans comme ceci. Voilà. Et en fait, on va directement jouer sur ce livret, ce qui facilite la mise en place. Là, vous avez donc les jetons des personnages, des compteurs de points de vie et différents jetons, mais on reviendra plus en détail sur tout ça. Allez, je vous fais une mise en place rapide et je vous reprends. Ok, voilà un petit peu le plateau, à quoi il ressemble en mode mission. Donc, qu'est-ce que ce jeu? Il s'agit donc d'un jeu d'aventure dans lequel vous allez incarner des personnages. Donc, comme j'ai dit, ils sont au nombre de 6. Là, pour cet exemple, j'ai pris Fane et Cor. Ce ne sont pas les personnages avec lesquels j'ai joué l'aventure. Moi, j'ai fait l'aventure avec Valora et Naz, qui étaient donc l'archère et on va dire la guerrière. Elle avait un contrôle du terrain, c'était plutôt intéressant, mais j'y reviendrai. Au niveau de l'histoire, en fait, nous incarnons des éclaireurs, on les appelle comme ça parce qu'ils ont une lanterne sur eux. Cette lanterne est emplie de magie et elle permet de repousser les ténèbres. Quand l'aventure commence, on nous explique qu'il y a une nuit ténébreuse, donc en gros des ténèbres qui fondent sur le monde. À chaque nuit, on a ces ténèbres qui arrivent. La seule façon de repousser ces ténèbres, c'est le feu du Kinfire. Certaines villes ont un phare équipé de ce feu qui brûle toute la nuit et qui permet de protéger le village, on va dire, des ténèbres. Mais voilà, ces ténèbres se font de plus en plus menaçantes et de plus en plus présentes. Nos personnages incarnent donc des sauveurs, on va dire, avec cette flamme du Kinfire qu'ils portent sur eux, donc grâce à leur lanterne, et qui leur permet de se mouvoir la nuit et ensuite, surtout, de pouvoir affronter les créatures des ténèbres. Donc notre aventure commence comme ceci, où en fait on se rend vers un premier village qui est en difficulté pour leur apporter de l'aide. Et donc tout se reporte au niveau du livret d'aventure. Donc quand vous commencez votre aventure pour la première fois, tout simplement vous prenez ici le premier chapitre et vous lisez ce qui s'y passe, et c'est lui qui va vous indiquer un petit peu comment gérer votre aventure. À chaque fois, à chaque point, en gros, on vous dit, en gros, rendez-vous au 1.1 pour continuer. Donc vous vous rendez sur le 1.1 qui est ici, vous lisez, et il se passe des péripéties. Là, on est sur le tout premier scénario, c'est le scénario d'introduction et de tutoriel. Il se trouve que, avec ce scénario, quand on ouvre la première boîte, donc comme on l'a vu, ce sont des boîtes qui sont comme ceci. En fait, on les ouvre et à l'intérieur, à chaque fois, on a tout le nécessaire pour mettre en place le niveau. Dans cette première boîte, vous allez aussi avoir un premier livret. Donc vous avez des livrets dans le jeu, donc les livrets qu'on a ici, ce sont vraiment pour les règles du jeu. Chaque livret
Vous avez le premier livret qui est disponible dès le départ, et ensuite vous avez les livrets qui sont, eux, dans différents scénarios, et qui vont vous introduire au fur et à mesure les mécaniques. Donc la première mécanique de jeu qu'on vous présente, c'est les combats. Les combats, ils sont sous forme de tuto, où on va vous expliquer un petit peu comment affronter cet ennemi. Donc là, c'est le premier ennemi du jeu. Il s'agit là donc d'une wyvern, hein, une espèce de grosse wyvern. Là, on est dans son nid. Et donc, on affronte ce monstre. Et pour affronter ce monstre, eh bien, on a tout simplement à notre disposition des cartes. Donc les cartes sont comme ceci. Ce sont nos cartes d'action qui vont nous permettre tout simplement d'attaquer l'ennemi, de soutenir nos coéquipiers en cas de difficulté, etc. Mais tout ça est appris dans le tuto. Je vous fais un petit récap rapido de comment ça fonctionne. Vous avez 7 cartes en main pour un total de 18 cartes. Vous avez un combo à chaque fois de 2 cartes. Vous avez une carte action, une carte soutien. Chaque carte action va avec son combo de cartes soutien. Donc si on prend cette carte frappe de mana, en fait elle a forcément son combo qui va avec, qui est aussi en soutien, frappe de mana. Elle porte le même nom. Au début de chaque renouvellement de main, on tire autant d'armure qu'il est indiqué sur la fiche de notre personnage. Donc là, en l'occurrence, Score a 3 d'armure. Donc moi, je ne les mets pas en main, ça sert à rien, elles sont là, on les voit. Et à chaque fois que le personnage, on va dire, se fait attaquer, en fait, on lit ce qui se passe sur la carte, on défausse tout simplement une carte, et on encaisse d'autant de cartes qu'on a en main. Ok. Au niveau de l'ennemi, au niveau des ennemis, ici, on a les actions de l'adversaire. En fonction du jeton que l'on va tirer, on a une numérotation ici, ça nous indique en gros quelle est l'action de l'ennemi. Ça, c'est le principe de base. Il faut savoir que le jeu, avant tout, c'est un jeu de, comment on pourrait dire, de boss battler, c'est un jeu de combat. Dans le sens où vous allez, dans un premier temps, avoir une partie exploration, donc la partie exploration qui nous est indiquée avec le livret. Une fois cette partie exploration terminée, vous allez affronter un ennemi, ou plusieurs, hein, ça dépendra du scénario. Et une fois que le scénario est accompli, vous lisez la suite de l'aventure, qui généralement vous demande de passer au chapitre suivant, etc. Et on recommence. Vous allez avoir par moment une ville. Donc parfois, hop, au lieu de faire uniquement de la bataille, vous allez aussi vous retrouver en ville, et là vous avez des déplacements possibles en ville pour aller effectuer des actions. Ça va vous demander par moment de tirer certaines cartes pour récupérer, on va dire, des informations liées aux personnages avec qui vous discutez, etc., ou même des vendeurs, etc., etc. Mais revenons sur le combat. Sur la partie combat, comment se déroule un combat? Eh bien, tout simplement, on prend le sac ici, on mélange et on prend un jeton. Donc là, j'ai le jeton bleu, ok, donc ça, c'est mon personnage Faye qui joue. Donc alors, à ce moment-là, on a l'ordre du tour qui est ici, c'est-à-dire que on peut ou soit effectuer une action, donc une action, c'est prendre une carte action et l'utiliser, effectuer un déplacement, donc à tout moment on peut effectuer un déplacement, que ce soit avant ou après son action. Le déplacement, en règle générale, sauf qu'à contraire, c'est on se déplace d'une case, et ensuite on peut effectuer un renouvellement si, dans notre main, à la fin de notre tour, nous n'avons plus de carte action. Puisque, comme je l'ai dit, on a des cartes soutien qui sont liées à des cartes action. Et comme c'est mélangé, eh bien, là, par exemple, j'ai 4 cartes action dans ma main pour 3 cartes soutien. Ce qui veut dire que ce personnage va pouvoir effectuer 3 actions à chacun de ses tours. Et s'il n'a pas utilisé ses cartes soutien alors qu'il n'a plus d'action, on défausse tout, même les soutiens, puisqu'on n'a plus d'action, donc on ne peut plus jouer, et on repioche cette carte et on recommence. Ça, c'est ce qu'on appelle le renouvellement. Pour l'instant, du coup, notre personnage, son objectif, ça va être peut-être d'attaquer ou de soutenir. Bon, je vais pas, là, on va pas faire le combat, parce que c'est pas le but, hein. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, c'est ce sac qui détermine l'ordre du tour. Hop, par exemple, si je tire un pion ennemi, donc là, c'est le 8. On se reporte ici sur le jeton qui est présent. Donc là, le jeton numéro 8. Il s'agit d'une attaque de la créature.
Donc là, on nous indique que la créature euh, pourrait faire 4 de dégâts. Ce symbole indique que c'est sur tous les adversaires. Au lieu de celui-ci, c'est sur un adversaire. Ça, c'est sur tous les adversaires présents sur sa case. Là, on nous indique que le monstre cible l'adversaire qui a le plus de points de vie. Donc là, en l'occurrence, c'est Kor, qui lui a un peu le rôle du tank. Donc, le monstre, de la même façon que les héros, se déplace de une case. Là, il n'a pas, on va dire, d'adversaire à portée, il ne peut pas effectuer son action. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi cible toujours, on va dire, en priorité, l'adversaire qu'il a en ciblage. Si on était dans cette situation-là, même s'il se met sur la case, on va dire, où se trouve Faye, pour autant, je vais les mettre comme ça, je ne sais pas si on les voit bien, pour autant, il ne l'attaquerait pas. Parce que sa cible, c'est Kor. Il s'en fout complètement de Faye, il l'ignore. Chaque personnage a ses propres, on va dire, capacités, donc on a une capacité qui est propre à chacun. Par exemple, Kor, lui, c'est à chaque fois qu'un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone subit des dégâts, Kor peut encaisser un dégât à la place. Vous avez donc la partie altération d'état, blessure, affaiblissement, piège, étourdissement. Ce côté de la carte indique que vous allez le placer, par exemple, ici, sur l'emplacement de la créature, donc de sa capacité active. Vous mettez la carte par-dessus, ce qui veut dire qu'avant de déclencher la capacité, vous jouez le rôle de la carte. Là, en l'occurrence, étourdissement, elle dit que lorsque cette capacité se déclenche, on défausse cette carte et cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Donc ça veut dire que si là, on pioche le jeton 6, par exemple, ben, l'adversaire se déplace, et au moment où il veut attaquer, ben, comme il est étourdi, il n'y arrive pas, on défausse la carte. Donc ça vous protège, on va dire, d'une attaque. Le piège, c'est la même chose, mais en gros, si cette action devait se déclencher, en gros, ça nous dit que l'ennemi ne peut pas se déplacer durant ce tour, et pareil, on défausse la carte. Affaiblissement, c'est qu'il fait moins de dégâts, et blessure, c'est qu'avant d'effectuer son action de déplacement ou d'attaque, eh bien, il prend 2 de dégâts. À savoir que, aussi bien, là, ce qu'on a vu, les étourdissements, les blessures et les pièges, ça, c'est la phase pour les adversaires, mais vous avez une autre phase qui est pour vos joueurs, donc pour vos personnages, et qui, ça, va directement dans votre main. Et à votre tour, en fait, vous résolvez l'action de la carte, qui là, en gros, vous dit que vous avez un tour de moins. Mais les blessures, bien évidemment, ça vous fait des dégâts. Les pièges, ça vous empêche de vous déplacer. Et les affaiblissements, ça réduit votre attaque. Ok, donc là, on a vu un petit peu le système de combat. Alors, je ne l'ai pas forcément dit, mais dans le sac à jetons, vous avez des jetons comme ceci, qui représentent, là en gros, ça vous dit que c'est au tour des héros, vous choisissez lequel, mais ce jeton ne va pas dans les pions utilisés, dans la défausse des pions, il se met ici sur la piste temporelle. Donc dans le petit sac, vous avez 3 jetons pour les héros et 2 jetons pour les adversaires. Ces jetons sont des jetons spéciaux. Quand on les utilise, enfin, quand on les pioche, on les met sur la piste temporelle, comme ceci. Et lorsque on en pioche 4, eh bien la piste temporelle est remplie, donc du coup on les retire. On les remet dans le sac, ainsi que tous les pions ici qui auront été défaussés. Et c'est comme ça, en gros, qu'on réinitialise les jetons du sac. Cela peut arriver très vite, comme ça peut arriver vraiment à la fin. Donc ça permet tout simplement de renouveler, on va dire, ce sac d'ordre de tour. Alors, comme on peut le voir, j'ai essayé ici de présenter les cartes de façon à ce qu'on comprenne un petit peu. On a différentes couleurs de cartes. On a les cartes bleues, on a les cartes rouges et on a les cartes vertes. Sur la fiche de notre personnage, ici, on nous indique le nombre de cartes qu'il peut détenir. Vous avez des cartes de différentes couleurs. Donc vous avez des cartes qui ont du rouge et du bleu. Là, vous choisissez en gros dans votre deck ce que ça représente.
Là, en l'occurrence, c'est le deck de départ. On peut voir que, comme il doit avoir 4 cartes bleues, ils ont mis 3 bleues, plus une bleue rouge. Donc, en l'occurrence, elle fait partie des cartes bleues. Les 3 vertes, et ici, les 2 cartes qui restent. Donc, on a bien les cartes rouges. Par contre, ici, on a les cartes blanches. Parce que les cartes de couleur blanche sont de la couleur que vous voulez. Vous pouvez choisir cette couleur. Pour ce qui est des cartes de soutien qui sont liées, si on prend celle-ci encore, attaque coordonnée, on peut voir que la carte de dessous est rouge. On s'en fiche, ce qui compte, c'est la carte action. Donc là, si on a déterminé que c'était du bleu, dans nos cartes action, ce sera du bleu. Et même si celle de dessous, en soutien, elle est rouge. Ça, c'est la règle, on va dire, d'or immuable, qui va vous permettre de faire améliorer votre deck, puisqu'en fait, vous allez, au fur et à mesure de l'aventure, débloquer de nouvelles cartes. Il y a une autre restriction, qui est que vous allez obtenir plus tard des cartes avec, ici, des niveaux de flammes, qui sont donc les flammes de Kingfire, qui représentent le niveau de votre personnage. Donc plus votre personnage va gagner en puissance, et plus il pourra mettre des cartes fortes dans son deck. En gros, si vous êtes niveau 5 de Kingfire, vous pouvez avoir jusqu'à 5 flammes dans vos cartes. Donc c'est-à-dire là, on a une carte qui en fait 2, mais on peut très bien avoir plus tard une autre carte qui en fait 3 ou une. Alors je ne sais pas si là, je les ai sous la main. Là, j'ai une flamme, donc là, on serait à 3 flammes sur 5. Ça passe, on a même droit d'en avoir encore. Ça se gère, on va dire, durant la phase de ville, où vous avez la possibilité, en effet, de reconstituer votre deck et d'ajouter de nouvelles cartes. Vous allez voir, vous avez des cartes qui sont liées au personnage, comme ceci, donc il y a la tête du perso, donc ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut l'utiliser, mais vous avez des cartes comme ceci, qui sont génériques, où tous les éclaireurs, tous les aventuriers peuvent les utiliser. Donc vous allez débloquer au fur et à mesure des stocks de cartes que vous allez pouvoir intégrer dans votre jeu. Donc là, vous voyez avec vos coéquipiers quelle est la meilleure façon, on va dire, de procéder. Vous avez des cartes forcément qui vont avoir un attrait avec certains personnages. Vous allez avoir des cartes de soutien, des cartes d'attaque, etc. Et donc du coup, en fonction de comment vous voulez orienter votre personnage, vous allez pouvoir choisir des cartes, on va dire, adaptées au build que vous souhaitez construire au fur de l'aventure. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un jeu de combat qui va être très poussé de ce côté-là. Et ça, c'est hyper agréable en vrai. C'est hyper agréable de pouvoir faire évoluer son personnage, de le voir grandir en puissance, sachant qu'au fur et à mesure des aventures, vous allez débloquer... Hop, ici, vous avez la possibilité de débloquer des récompenses qui sont ou soit des cartes, ou soit des récompenses bronze, argent et or, donc avec des cartes de puissance plus ou moins fortes à l'intérieur. Pour chaque personnage, vous allez aussi débloquer des cartes d'évolution, donc ça, ce sont des paquets d'évolution, où vraiment c'est lié à l'histoire de votre personnage, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Je me permets une petite interruption dans la vidéo pour indiquer que dans la version française du jeu, les cartes d'évolution ne sont pas rangées dans les bons paquets. En effet, les cartes de niveau 1 sont dans les pochettes de niveau 4, les cartes de niveau 2 sont dans la pochette 1, et les cartes niveau 4 sont dans la pochette 2. Heureusement, ces pochettes ne sont pas scellées, et on peut facilement remettre les cartes dans les bonnes pochettes avant de commencer l'aventure. En cas de doute, vous pouvez malgré tout vérifier cela sans trop vous spoiler grâce aux cartes d'introduction des personnages, où le niveau est indiqué au verso de celle-ci. Et chaque perso aussi dispose d'une lanterne. Lorsque vous faites un renouvellement, c'est-à-dire que durant la partie, vous n'avez plus de cartes pour jouer, donc vous défaussez et vous repiochez cette carte, à ce moment-là, vous retournez la carte lanterne, et vous avez le droit à, en gros, une limit break, hein, c'est l'ultime de votre personnage, que vous pouvez jouer ensuite à tout moment au prix d'une action, mais une fois qu'elle est jouée, on la retourne. Et de la même façon, lorsque on fait de nouveau un renouvellement, donc une fois qu'on a plus de cartes, hop, on la retourne. Donc c'est une carte qui va être assez présente dans votre jeu et que vous allez utiliser assez régulièrement. Et en fonction des personnages et des synergies et des combos avec les personnages, ça peut faire des trucs vraiment, vraiment très très forts. Voilà, dernier petit point à aborder, c'est ici les jetons du destin. Ces jetons, vous allez en gagner au fur et à mesure de l'aventure. Et vous pouvez les dépenser en combat. Lorsque vous dépensez un jeton, dans le sachet ici des jetons du tour, vous piochez 4 jetons au lieu de 1,
et vous choisissez celui que vous souhaitez utiliser. Voilà, ça permet par exemple, s'il reste plus trop d'actions pour les héros et que vous savez que le monstre là va pouvoir jouer 3 ou 4 fois de suite, ça permet d'éviter justement d'avoir trop de problèmes comme ça. Par exemple, vous sortez 4 jetons, dont un qui va dans la piste temporelle, comme ça, hop, vous refaites la pioche, etc. À savoir que lorsque vous utilisez un jeton du destin, vous ne le défaussez pas, il faut le mettre dans cette boîte. Donc vous prenez ici votre petit jeton, et là, dans la petite fente de la boîte du destin, tac, vous mettez à l'intérieur, et cette boîte ne sera jamais, on va dire, ouverte jusqu'à la fin de votre aventure. Donc tous les jetons qui sont à l'intérieur sont utilisés définitivement. Mais vous allez avoir des situations, des conditions pour pouvoir restaurer, on va dire, des jetons. Au cours de l'aventure, vous allez être amené à réaliser des tests. Alors, les tests, c'est quoi? Est-ce que j'en ai dans celle-là? Ouais, voilà. En gros, l'aventure va vous dire que vous vous retrouvez face, là, si on prend l'exemple d'ici, vous vous retrouvez face à un pont cassé. Donc, on vous dit en gros, ou soit on saute sur les décombres pour traverser, ou alors, tant pis, on va traverser à la nage. Là, on vous dit bien qu'en fonction de la méthode choisie, ou soit vous prenez du rouge pour traverser à la nage, donc ça va demander un peu plus de force de traverser à la nage, ou soit les décombres, c'est du vert. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir piocher autant de cartes que l'aventure vous le demande. Et si on a la couleur de la carte qui correspond au choix qu'on a fait, alors à ce moment-là, on va avoir un avantage. C'est-à-dire, par exemple, on sait que corps est plutôt orienté force. Donc, pour lui, on va plutôt se dire, bon, j'ai plus de chances d'avoir une carte rouge que d'avoir une carte verte. Donc, au moment d'effectuer cette action, on décide, en gros, de ce qu'on veut faire. Donc là, en l'occurrence, on va dire, bon, on va le faire traverser à la nage. On tire une carte, voilà, et là, on regarde la couleur de la carte. Elle est verte et rouge. Là, ça veut dire qu'en gros, je peux très bien dire, bon, je choisis, on va dire, le rouge. Et là, à ce moment-là, j'ai bien réussi mon action de traverser à la nage. Donc imaginons, si j'avais tiré une carte bleue, à ce moment-là, je n'aurais pas réussi à traverser à la nage. Donc là, mon personnage a récupéré un état fatigue et le mettait dans son jeu. Ça, c'est la condition que nous indique ce test. Vous allez avoir comme ça tout un tas de tests à réaliser dans le jeu. Les tests sont toujours liés aux cartes que vous avez. Donc vous avez une pioche, c'est vos cartes de jeu, hein, mais avant d'effectuer un combat et avant d'effectuer une exploration, on mélange toujours son paquet de cartes. Et ensuite, on tire le nombre de cartes que le scénario nous indique. Ça peut être parfois 2, 3 ou 4 cartes. Et en fonction de ça, on accomplit, on va dire, les états en fonction de la couleur des cartes. Allez, on revient comme ceci. Et je vais essayer de vous faire un petit peu, vous donner un peu mon avis, mon ressenti général sur le jeu après l'avoir terminé. Alors, le jeu est incroyable. Le jeu est absolument incroyable. J'ai vécu une aventure fantastique, je me suis régalé de bout en bout. Mais, il faut l'avouer, le jeu a certains défauts. Donc déjà, au niveau de ce qui m'a plu, son aventure, on va dire, est assez simple, assez simpliste, mais elle se vit bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on a une certaine répétitivité dans les actions, c'est-à-dire qu'on a phase d'exploration, phase de combat, phase de ville, et on répète ce schéma. Et on répète ce schéma à chaque fois. Pour tout vous dire, à la longue et vers la fin, je trouvais que les phases de ville, j'en avais un peu marre. Parce qu'au début, c'est plutôt bien parce qu'on découvre l'univers, on découvre les personnages, on découvre les PNJ, on discute avec des... voilà. Donc c'est plutôt intéressant de voir tout ce qui s'y passe, de voir un peu qu'il y a de la vie autour de nous. Mais plus on avance dans les quêtes et plus ces phases de ville deviennent répétitives au final. Donc j'ai trouvé que voilà, sur la fin, ça s'essoufflait un petit peu, c'était un peu dommage. Mais on va dire ce que moi j'ai apprécié vraiment dans le jeu, c'est cette partie, c'est les mécaniques de jeu. Donc le système de cartes fonctionne vraiment très bien avec les cartes soutien où on va vraiment soutenir son coéquipier. Et je trouve qu'en multijoueur, alors moi je n'y ai joué que en solo, mais je pense qu'en multi doit être quand même plus agréable parce qu'on a vraiment ce côté entraide qui est très forte dans le jeu, qui est très présente, ça fait partie vraiment de la mécanique de jeu. C'est pas un jeu individualiste, on n'est pas à se dire, bon
il n'y a que moi qui compte, et mes potes, ils sont là juste de faire valoir pour taper un peu le méchant, mais c'est celui qui le tue en premier qui gagne tous les points. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on est vraiment dans une partie de coopération. S'il y a un éclaireur qui tombe à 0 point de vie, c'est tout le groupe qui perd. C'est pas juste, il y en a un qui est mort, on peut le sauver. Non, non, non. S'il y en a un qui a 0 point de vie, c'est fin de la game. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que ça force vraiment à aider les autres. C'est-à-dire que Kor, qui a le rôle de tank, il a vraiment toutes les armes pour aider ses coéquipiers. Là où, par exemple, moi j'ai joué avec Valora, donc l'archère, Valora, elle fait énormément de dégâts, par contre, c'est une chips. Parce que un des gros défauts, on va dire, du jeu, c'est vraiment ce principe de jetons de tour. On ne peut pas, du coup, anticiper qui va jouer quand et comment, donc ça, c'est un peu frustrant, mais on a du contrôle d'aléatoire. Euh, Au travers des jetons du destin, ou même on a des cartes de personnages. Donc là, je sais que lui, il en a une, pour vous montrer un petit peu. Donc on a des cartes comme ceci. Enfin, certains persos ont des cartes comme ceci. Et ça, en gros, ça veut dire qu'au moment où vous tirez un jeton, vous pouvez défausser cette carte, qui est une carte soutien, pour remettre le pion dans le sac et en piocher un autre. Et je trouve ça, ça nous permet d'avoir du contrôle justement sur l'aléatoire. Et j'ai façonné, on va dire, un build avec Naz qui lui permettait justement d'avoir pas mal de cartes comme ceci, ce qui faisait qu'elle avait aussi bien un contrôle sur la zone de jeu qu'un contrôle sur le tour des adversaires. Ça n'empêche que malgré ça, ces jetons, c'est très frustrant, parce que lorsque vous n'avez pas trop, c'est les débuts, vous n'avez pas trop de build, etc., et que vous piochez, on va dire, 4 fois d'affilée les jetons de l'adversaire, ça pique un petit peu quand même, hein. C'est un peu frustrant. Le jeu vous dit qu'en gros, la défaite n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que même si j'ai perdu, c'est pas grave, l'aventure peut continuer. Donc en gros, vous vous reportez sur le livret d'aventure. Il y a souvent un Deus Ex Machina qui se passe pour dire que, je sais pas moi, les gardiens de la cité viennent vous aider, ce qui fait fuir les ennemis, enfin voilà, et vous passez au niveau suivant. Mais vous n'avez pas les récompenses. Donc là où ce que j'apprécie, c'est que ce jeu ne vient pas nous pénaliser parce qu'on a perdu, juste il nous donne pas les récompenses, mais il nous enlève pas, on va dire, les équipements et les armes qu'on a, hein. Clin d'œil. Il est tellement simple à réinitialiser que, en règle générale, lorsque je perds, ça m'est arrivé de perdre des combats, parce que bon, pas de chance sur les jetons, etc. J'ai préféré recommencer, on va dire, mon scénario, plutôt que de passer au suivant. Je pense que passer au suivant, c'est vraiment si on bloque 2-3 fois sur le même scénario, qu'on en a marre et qu'on veut passer à autre chose. Le jeu nous le permet, c'est juste qu'il nous dit, bon, ok, tu passes au suivant, il se passe un événement, mais tu gagnes pas les récompenses. Mais pas que, parce que en fait, dans le jeu, ils ont mis en place un système de memento par scénario, qui fait que chaque action que vous avez entreprise dans chaque niveau est sauvegardée, entre guillemets. Donc en gros, si vous décidez de sauver quelqu'un, vous allez avoir une sauvegarde de ça. C'est-à-dire que plus tard, ce personnage pourra revenir et vous dire ouais, super, tu m'as sauvé, maintenant c'est à moi de t'aider. Et en fait, on a tout un tas de situations comme ça, puisqu'en fait, on va mener une enquête, et bien dans cette enquête, en fonction de ce que vous allez effectuer, puisqu'il va falloir faire des choix, et en fonction de vos choix, vous allez découvrir certaines choses, et il y en a d'autres que vous n'allez pas trouver. En gros, c'est pas grave, ça fera quand même avancer l'histoire et l'aventure, mais en gros, le jeu va vous dire, si vous avez trouvé le memento numéro tant, donc en gros, si vous avez la clé pour ouvrir, je sais pas, le tombeau machin, vous avez juste à tourner la clé, le tombeau s'ouvre et vous accédez à la suite. Alors que si la clé vous l'avez pas trouvée parce que vous êtes passé à côté, il va falloir faire tout un tas de manips pour résoudre des énigmes pour pouvoir ensuite rentrer dans le tombeau. Donc je trouvais ça plutôt intéressant que vos choix et vos actions dans le jeu aient un impact. Et encore une fois, ce n'est pas lié uniquement à seulement des choix au moment du mode exploration. Ça peut être aussi des actions dans l'action de combat. Je ne veux pas spoiler, mais en gros, par moment, vous avez la possibilité de décider, en jouant, d'épargner ou non certains ennemis, et ça peut avoir un impact sur la suite de l'aventure. Positif ou négatif, bien évidemment, je ne vous dis pas. Le jeu a plutôt de belles illustrations, qu'on peut voir, donc là, ça c'est le premier ennemi, mais que ce soit sur les cartes des ennemis ou que même ça soit
sur le livret d'aventure ou autre, on a vraiment de très très belles illustrations. Le défaut, c'est que bah, ces illustrations-là ne sont pas forcément présentes, si on se met comme ça, sur les cartes. Les cartes en elles-mêmes ne sont pas très jolies. Ce qui est un peu dommage, puisqu'ils sont capables de faire de très belles illustrations, même si on regarde sur le plateau de jeu, vraiment, on a du détail sur le plateau, hein, que ce soit ici, on voit bien le nid de la wyvern avec ses œufs, quelques carcasses, on a même du sang, etc. Donc on voit qu'il y a, là, il y a une attaque ou une bataille pas loin. Même la ville, on a vraiment pas mal de détails sur la ville. Enfin voilà, donc on a vraiment de très belles illustrations sur le plateau d'aventure, mais au niveau des cartes, bon, c'est assez quelconque. On a quelques cartes avec des dessins. Euh, voilà, on a ici la fiole de sang, elle est représentée, c'est très bien, bon. Mais c'est vraiment très limité. Donc après ça, c'est la lanterne, donc on a un peu une petite image, mais c'est vrai que au-delà du texte, parce qu'on a un texte de Fluff qui nous explique un petit peu ce que fait l'onde sismique, voilà ce qui se passe, hein. Ok, ça nous donne un peu du contexte, mais j'aurais voulu une petite image, une petite représentation, un peu comme on a sur Horror Arkham, où chaque carte est illustrée pour qu'on puisse, on va dire, bien imaginer un petit peu ce qui se passe comme action. Bon. C'est... En soi, ça m'a dérangé au début, puis en fait, plus on y joue, et moins on fait attention. Parce qu'on sait, on va dire, on a le fluff, on a le nom de l'attaque. Enfin voilà, quand le personnage fait une charge, et que ça nous dit en gros qu'on se déplace de 2 cases au lieu de une, et ensuite on peut attaquer directement. Bon voilà, on a tout le contexte qui va derrière, on comprend ce que c'est une charge. Mais c'est vrai que au début, ça manque un tout petit peu, voilà, d'avoir un peu plus d'illustration, mais en soi, ça ne casse pas vraiment le rythme et le plaisir de jeu. Une des forces du jeu, c'est que sur chaque enveloppe, donc chaque scénario, on va dire, que vous allez accomplir, vous n'allez pas rencontrer les mêmes ennemis. C'est à chaque fois des ennemis complètement différents. Il n'y a pas ce côté recyclage d'ennemis comme on peut l'avoir dans d'autres jeux. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que même si vous, en termes de mécanique de jeu, bon, bah, ce sera toujours un peu la même mécanique, les ennemis, eux, sont complètement différents. Complètement. Et ils vont bah, vous surprendre au niveau de leur façon de jouer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça, mais je trouve ça absolument fantastique. Sur les 21 scénarios, vous n'avez jamais les mêmes ennemis. Alors, au niveau des points négatifs, enfin, on en a dit un petit peu, mais voilà, moi, ce que je pourrais dire un peu sur les points qui m'ont un peu chafouiné sur le jeu, c'est, je trouve, que les livrets de règles sont un petit peu trop austères. Donc, comme j'ai dit, on a 4 livrets pour nous apprendre un petit peu les mécaniques de jeu, et je trouve que ça aurait mérité un peu plus d'exemples sur le fonctionnement. Là, c'est vraiment du texte littéralement noir sur blanc, avec peu d'exemples. Et alors, c'est assez rapide à lire, mais c'est pas forcément très intuitif. C'est-à-dire que au début, on vous montre bah, le premier combat, hein, en gros, c'est vraiment, il est quasiment guidé au début, puis après, c'est démerdez-vous et faites en fonction. Et j'avoue qu'il y a des situations de combat où j'ai pas bien compris, où j'ai mis du temps à comprendre certaines mécaniques. Euh, donc c'était pas le plus simple, on va dire, à appréhender au départ. Ça fonctionne bien, mais ça aurait mérité peut-être un peu plus de polish, on va dire, sur les livrets. Histoire que ça soit un peu plus clair à comprendre avec des situations bien claires et bien expliquées. Un des défauts qu'on pourrait dire aussi au jeu, c'est que lorsque vous faites des phases de ville, tout fonctionne avec des cartes. Donc du coup, vous avez des cartes partout. Et c'est vite un peu le bordel. Alors, ce que j'ai fait, et petit conseil que je peux vous donner, c'est que j'ai répertorié toutes les cartes, on va dire, qu'on débloque dans les villes via un petit cahier porte-vue. Donc, j'ai essayé de pas trop vous spoiler, mais en gros, dans l'idée, vous avez quelques marchands. Donc là, les marchands, je les ai répertoriés comme ceci. Donc, vous allez débloquer des marchands dans le jeu. Et donc, ces marchands vont vous vendre leurs marchandises. Donc là, vous avez le nom du marchand, puis les marchandises qu'ils vous proposent. Et au dos de la carte du marchand, vous avez les prix proposés par le marchand. Et ensuite, ici, je me suis fait toute une section de mementos. Donc, comme je vous disais, les mementos, c'est potentiellement des objets, des actions que vous allez effectuer dans le jeu et que vous allez conserver. Donc, bah, si vous avez aidé quelqu'un, bah, ce quelqu'un peut potentiellement vous être redevable et viendra vous aider plus tard. Et donc voilà, donc moi j'ai stocké tous mes mementos dans ce cahier à vue.
Voilà, donc je retourne pas pour pas trop vous spoiler, mais en gros, j'ai mis mes mementos là-dedans. Ce qui fait que lorsqu'on me demande si je dispose du memento 4F, bon, ben, au moins là, je le vois directement. Et derrière, je peux lire à quoi ça correspond. Comme ça, je me rappelle que, ah oui, mais tiens, oui, c'est le gars que j'ai aidé. Ou c'est la clé que j'ai trouvée qui me permet d'ouvrir le tombeau, hein. Petit conseil pour votre aventure, moi j'utilise voilà, un petit cahier comme ça, là, un petit classeur là, pour ranger les cartes. Ça me permettait d'avoir une vision plus complète, plutôt que d'avoir un tas de cartes comme ceci dans les mains, où là, alors est-ce que j'ai le memento numéro 14B c'est le bordel. Et là, vite, on se retrouve débordé du nombre de cartes qu'on a entre les mains. Bon, sinon, comme on peut le voir, c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place sur la table. Donc, au-delà du plateau qui est ici, vous allez avoir vos fiches de personnages et potentiellement les fiches des monstres. Donc, vraiment, c'est un jeu qui va vous demander quand même d'avoir un peu de place. On n'est pas à la hauteur d'un Malia ou un Frosthaven en termes de place utilisée, mais on a quand même enfin, il vaut mieux réserver un petit espace aussi dédié à côté pour pouvoir stocker les boîtes et tout le matériel que vous n'utilisez pas pour votre campagne. Ça demande un peu de place. Moi, pour être honnête, j'ai mis 30 heures à finir le jeu. Je n'ai quasiment pas rangé cet espace-là. Ça ne bougeait pas avec le cahier au milieu. Donc oui, le jeu a duré 30 heures. Il faut à peu près une trentaine d'heures pour le finir. Moi, c'est ce que j'ai à peu près mis. Voilà, l'aventure était assez incroyable. Je me suis vraiment régalé. La narration est assez simpliste. On n'est pas sur une narration des plus travaillées, donc de toute façon, c'est représenté un peu comme des cartes, hein, ceci, où vous avez un peu de texte, l'action à réaliser, etc. C'est pas la plus, comment on pourrait dire, c'est pas le jeu le plus narratif et le mieux écrit non plus. Pour moi, c'était largement suffisant pour vivre une aventure et le prétexte de l'aventure, sans trop vous en dévoiler, mais en gros, la fin se finit un peu en queue de poisson, ou en gros, c'est à suivre, to be continued, quoi. C'est bon, c'est un peu triste parce qu'on n'a pas de conclusion à l'aventure qu'on vient de vivre. On nous dit juste à la prochaine, quoi. Mais est-ce qu'il y aura une prochaine? Bon, ce serait bien. Pour avoir une continuité sur les personnages, etc. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas reset le jeu. Je ne sais pas. Oui, parce que ça, c'est aussi, on pourrait dire, un des points noirs du jeu. Le reset est assez complexe à réaliser, puisqu'en fait, toutes les cartes que vous avez stockées, accumulées, ce genre de cartes-là, il faut les remettre à zéro dans les différents paquets. Donc il faut savoir quelle carte correspond à quoi, dans quel paquet la mettre, enfin voilà. Mais j'aimerais quand même me sauvegarder ma campagne en solo, au cas où, si plus tard, on va dire, on a une suite qui arrive et qui prend en compte notre évolution dans cette aventure-là. Bref. Bon, voilà, c'est à peu près tout, hein, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. Une superbe aventure. Je me suis régalé de bout en bout. J'ai vécu des moments assez incroyables. Le combat de fin, c'est l'apothéose du jeu. Si vous avez vu notre vidéo sur Sleeping Gods et Distant Skies, et tous les défauts qu'on a pu énumérer du jeu, ce jeu-là comble les défauts du jeu. Voilà, on aurait dû jouer à ça avant. Quand je pense que ce jeu, j'avais pas prévu forcément de le prendre, et puis surtout, je le connaissais pas. Jamais entendu parler, avant de voir la vidéo de Wawa dans laquelle il fait un comparatif entre Malia, celui-ci, et Tainted Grail. C'est sa vidéo qui a attisé la curiosité, je suis allé voir un petit peu ce que c'était. Et honnêtement, je n'avais pas prévu de le prendre, là c'est en période de Noël. Je voulais me prendre un jeu parce que j'avais un petit budget qui était dédié à ça. Au départ, j'avais prévu de me prendre Tainted Grail, mais en fait, il a été repoussé à début janvier, donc il n'est pas sorti pour Noël. Je me suis dit, mince, c'est dommage, il ne sera pas sous le sapin. Et donc du coup, je me suis rabattu sur celui-ci, qui lui était disponible. Et voilà. Et vraiment, je regrette absolument pas. C'est une superbe aventure. Je me suis régalé de bout en bout. Il est resté sur ma table là pendant presque un mois. Et je me suis régalé. Vraiment, super aventure. Oui, il a des défauts, mais honnêtement, ils sont vite éclipsés par rapport à ses mécaniques de jeu et au plaisir qu'il procure. Vraiment, on vit des situations assez incroyables et c'est tout ce que je n'ai pas ressenti dans le Sleeping Gods. Vous allez me dire, c'est pas le même style de jeu, je suis absolument d'accord avec vous, mais, mais le combat final, c'est tout ce que j'attendais dans Sleeping Gods et qui n'a jamais eu lieu, alors que dans celui-là, voilà, c'était hyper gratifiant. Voilà. Allez,
Je vous dis à une prochaine fois. La prochaine fois, on sera sur du Tainted Grail qui finalement est arrivé et qui est ici. Je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur la table puisque ben, j'avais ce beau Kingfire Chronicle à terminer. Le temps de jouer à Tainted Grail, apprendre ses mécaniques, etc., faire la campagne, l'aventure. Et je vous en ferai bien évidemment un petit retour pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Je pense pas faire ça tout de suite, hein, ça risque d'être un peu long, donc là je m'en excuse par avance, surtout qu'en ce moment je suis pas mal occupé. C'est vrai que moi, on va dire, je voulais orienter la chaîne plutôt vers des gros jeux d'aventure parce que ça c'est ma came, hein, c'est mon dada. Mais forcément ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement pour y jouer, et je mets un point d'honneur quand même à bien avancer dans le scénario, euh, même si je le finis pas, mais d'avoir quand même entre 15 et 20 heures de jeu pour faire un retour plutôt objectif quand même, hein, c'est un peu la base. Bref, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me dire un petit peu ce qui vous avez fait le jeu et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine aventure. Salut! Ici, on va retrouver différents éléments.